un mois et demi d'écart. Le premier, c'est lui sur les rapports, c'est dont on parle en ce moment, hein, les rapports entre les sens communs, la pensée critique, la rationalité, etc., qui s'appelle Le Retour de l'exil, en honneur d'un tango de Gardel. Non, non, c'est Le Retour de l'exil dans le sens que l'humain revient dans la nature qu'il avait cru quitter. Bon. Alors donc, au fait, la présentation, on va la faire avec la technique des Christian. On sera avec le premier lecteur, celui qui va faire le commentaire, bon, quelqu'un de l'édition de Pommier, Bastien, moi. Et ça sera le vendredi 5 mars à 20h. Le vendredi 5 mars à 20h par Zoom, on va envoyer les invitations, on va... Christian, il peut, non? Christian va faire, ben oui, nous on ne peut pas. Oui, enfin je vais créer un lien que je vais vous envoyer éventuellement, puis j'enverrai aussi aux listes effectivement du collectif Voilà. et les miennes. Voilà, oui, oui. Non, non, je dis, on va faire, tu vois, les moustiques qui étaient sur le bœuf, ils disaient, on est en train d'essayer de faire des sillons. Au fait, voilà, mais c'est pour donner déjà la date de la première présentation un de deux bouquins, donc le 5 mars à 20h, parce que notre prochain séminaire pourrait avoir lieu le mercredi 10 mars. Mmh. Voilà, le mercredi 10 mars. Oui, pour moi, c'est bon aussi. D'accord. Donc, c'est pour ça que j'annonce, je pré-annonce la soirée maintenant, parce que voilà, le séminaire sera après la présentation du bouquin. D'accord. Alors, en principe, c'est pas sûr que ce soit disponible, mais ça serait Clan, le physicien, qui serait le commentateur de Bon, ces bouquins. Voilà, c'est en principe, c'est ce que le pommier est en train de voir. Et d'accord. pour... Pardon? Excuse-moi, vas-y, finis. Et pour l'autre bouquin, on vous donnera la date, ça sera plus tard. Et le premier commentateur sera Jean-Michel Besnier. Peut-être il y Ah, aura un autre philosophe aussi. mais je l'ai rencontré la semaine dernière. Oui, tu m'avais dit. Tu as vu qu'elle est en train de lire notre bouquin. Oui, il était sur sa table de salon. Ah bon, déjà, ça approche. Moi. Bon, je ne sais pas. Là, on C'est le attend... même éditeur? C'est le même éditeur, les deux Non, bouquins? les Ah oui, bouquins sur l'essence commun, c'est chez Le Pommier. d'accord. Et l'autre qui s'appelle Les nouvelles figures de l'agir, Oui, c'est à la découverte. on l'a découvert, d'accord. Okay. Que, Ils seront dans toutes les bonnes librairies, bien sûr. dans les mauvaises aussi. Dans les mauvaises aussi. C'est une bonne distribution. Les Les, bonnes, les mauvaises. les meilleurs, c'est quand même les libraires de quartier, quoi. C'est ça que je veux dire. Absolument. Absolument. Et à partir de quand ils y seront? À la fin du mois, non? Le 24 février, je crois que ça. Ouais, le bouquin sur le sens commun, c'est fin février, enfin dernière semaine de février. Et puis les nouvelles figures de l'agir, ça serait fin avril, dernière semaine d'avril. D'accord. On peut l'avoir? Pardon? Oui. Tu nous les enverras, j'espère. Absolument. Bon, parce que si. Il est 20h39, je ne sais pas si vous voulez commencer. On commence? Bah, comme vous voulez. On y va? Ouais, allons-y. Attends. Bon, voilà, moi je suis en enregistrement. Tous les micros sont fermés, donc je te repasse la main, Sébastien, comme animateur. Voilà. Et je coupe mon micro et je vous laisse la parole. Miguelito, on ne vous entend pas. Rallumez votre micro. Ah oui, en effet, oui. C'est bon. Voilà.
Bon, alors, bonsoir. Vous vous rappelez que la dernière fois, les deux dernières fois au fait, mais surtout la dernière, on avait proposé pour que cette distance, comme ça, cette virtualisation de la présence ne soit pas trop handicapante, on avait proposé de dynamiser un tout petit peu le travail du séminaire avec cette proposition qui disait que, bon, par rapport à vos questions, par rapport à vos réflexions autour de notre sujet, que vous envoyez des questions, des réflexions, n'est-ce pas? Et que nous, on allait continuer, nous, on va continuer disons, la ligne directrice du séminaire, mais on va la continuer avec cet échange comme ça, en essayant de faire cette méthode que moi j'aime bien, spiralaire, n'est-ce pas, dans laquelle on revient en arrière et hop, on développe un peu plus, n'est-ce pas, mais on revient sur le même sujet, mais sur un autre point de vue, n'est-ce pas, une méthode qui est très proche de la psychanalyse existentielle, non, de la phénoménologie à la fois, non. Et alors donc on revient et on continue et avec vos réflexions. Alors, c'est vrai qu'avec cette méthode, parfois, celles et ceux qui nous font l'amitié de nous suivre depuis longtemps, il y aura des répétitions, mais dans les répétitions, justement, ce que nous disons, c'est qu'avec vos interventions, et on a eu quand même pas mal de questions, d'interventions, vous verrez, là, on va travailler là-dessus, avec vos questions, vos interventions, à la fois, nous pensons qu'il existe un défi, vous voyez, un défi de mise à l'épreuve de ce que nous avançons, n'est-ce pas? Alors, pour nous, c'est une dynamique qui nous convient, même va nous convenir si un jour, dans 20, 30 ans, c'est fini avec cette pandémie. On trouve intéressant cette dynamique un peu bordélique comme ça, dans laquelle on avance quelque chose et on est obligé de revenir sur la chose pour le développer par rapport à ce qu'on appellerait une écoute active, n'est-ce pas? De dire, non, mais ça me fait du bruit, ça, je ne comprends pas bien, ça ne correspond pas à mon expérience, n'est-ce pas? Donc, effectivement, l'idée, c'est un tout petit peu de faire cette méthode spiralaire en prenant des chemins de travers et en gardant quand même le fil, mais c'est notre fil de développement qui suit vos questions et vos interventions et non pas les contraires. Vous voyez, c'est ça un tout petit peu l'idée. L'idée, c'est que ce n'est pas qu'on fait, bon, on donne les séminaires et vous posez des questions par rapport au séminaire après, mais par rapport à comment se déroulent les séminaires, on commence avec les questions. Alors aujourd'hui, avant de passer au courrier du cœur, parce que finalement pour le nommer c'est comme ça, c'est-à-dire ça va être le courrier du cœur, par exemple on dira, Annette nous demande est-ce que par rapport au sens commun, est-ce qu'Eric m'aime? Bon, alors par exemple, voilà, je vais dire, bon, Annette, mais quelles sont les manifestations d'Eric? Bon, voilà. Alors, avant de passer à la partie courrier du cœur de notre séminaire, quand même, à partir du développement de la dernière fois, des deux dernières fois, je voulais revenir un tout petit peu, donner quelques éléments, parce que vous voyez, c'est-à-dire, si nous répondons, il faut quand même qu'on réponde sur des éléments qu'on partage. Pas qu'on partage, quelques éléments de base qu'on partage qui nous permettent d'avancer. Alors, je voulais revenir sur deux schémas, deux éléments un peu de réflexion pour après pouvoir y faire référence dans le développement du séminaire. Alors, la question nous avons traité, on a développé la question du sens commun comme en faisant la différence, vous vous rappelez, entre expérience et expérimentation, hein, n'est-ce pas? En disant que les sens communs relevaient toujours une expérience. Une expérience, ça ne discute pas, n'est-ce pas? Une expérience, ça ne discute pas. Une expérience, et c'est que nous vivons, par quoi nous sommes affectés. Hein? Les qualia, justement, non? Les qualia, c'est-à-dire par quoi je suis affecté dans ma perception, dans mon aperception, par quoi je suis affecté. Alors, quelque part, dans les sens communs, nous sommes très proches de ce que Spinoza appelle le premier genre de connaissance, parce que, à vrai dire, nous connaissons par quoi nous sommes affectés passivement, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je suis affecté par ça. Je suis affecté par ça. C'est par quoi je suis affecté ne peut pas se discuter, n'est-ce pas? Ça ne peut pas se discuter, c'est-à-dire qu'on peut discuter les conséquences,
on peut discuter les actes vers lesquels nous conduit, c'est par quoi je suis affecté. Mais nous ne pouvons pas dire à quelqu'un, tu ne vis pas ça, tu te trompes. Que c'est quand même d'un point de vue psychanalytique, d'un point de vue phénoménologique de la psychanalyse, on peut dire effectivement que par rapport aux patients, on n'est absolument pas dans une position donc éducative, puisque ce que les patients ressentent, ce que les patients vivent, bah, c'est ce qu'ils vivent. Après, effectivement, dans la rencontre thérapeutique ou la rencontre amicale, que c'est un tout petit peu un pendant de la rencontre thérapeutique, dans la rencontre, dans les nouveaux agencements, ce qui peut changer, c'est justement par quoi je suis touché, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a un changement même de par quoi je suis touché. Qu'est-ce que je perçois? Qu'est-ce que j'aperçois? Donc, il y a un changement, un enrichissement, il y a aussi la possibilité d'explorer de nouvelles voies. Mais disons que, effectivement, s'il y a une proximité très intime entre le sens commun, la production du sens commun et les corps, parce que, c'est-à-dire, si moi j'ai dit le soleil me brûle, dans le fameux exemple, personne ne peut te dire le soleil ne brûle pas ou le soleil brûle. Moi, mon qualia, c'est-à-dire par quoi je suis affecté, c'est que je ressens, je le nomme brûlure, je le nomme plaisir, je le nomme de plaisir. Non? C'est-à-dire qu'il y a des mots, à peine des mots, qui sont des mots toujours même pas tout à fait hyper appropriés, parce que justement, aussitôt on les nomme, hop, on est un tout petit peu en train de sortir de ce qu'on appelle les champs biologiques, n'est-ce pas, c'est qualia purement vécu. Mais ce qu'on ne peut pas discuter, c'est que la personne ressent quelque chose qui ressent elle-même. Et l'autre élément qu'on va développer aujourd'hui, c'est ce que nous appelons les dimensions aperceptives communes. C'est-à-dire, vous savez, on dit toujours, vous voyez, comme la fameuse chanson d'il y a très longtemps, on est tout seul au monde, non, on est toujours tout seul au monde, je ne sais pas quoi. Au fait, d'un point de vue des sensations, il s'avère que apparemment, ce n'est pas tout à fait comme ça. Apparemment, les sensations relèvent d'un rapport entre soi, l'autre, entre soi et des éléments, et la sensation est toujours un rapport, n'est-ce pas? Alors, au fait, à vrai dire, ce que je ressens est modifié par ce que nous ressentons, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a une dimension de nous ressentons, une dimension commune, n'est-ce pas? Mais dans ces communs, il n'y a pas un nous qui est humain. Hein? C'est-à-dire, par exemple, il existe un couplage entre les chiens et les chasseurs, par exemple, n'est-ce pas? Il existe un couplage entre les animaux, ça. Alors là, il suffit d'être un peu attentif dans un milieu pas trop abîmé, et même dans mes milieux abîmés, vous regardez par la fenêtre à Paris et vous voyez comment les pies se sont arrangées, divisées les territoires et comment des gestes d'une espèce, des comportements, des micro-comportements d'une espèce non pas connus par l'autre normalement, parce qu'ils cohabitent accidentellement. Normalement, ils n'avaient pas les mêmes habitats, n'est-ce pas? Eh bien, des micro-comportements d'une espèce que l'autre ne connaît pas finissent par créer des dimensions aperceptives communes, n'est-ce pas? Dans lesquelles, effectivement, cette dimension aperceptive commune ne crée pas une nouvelle chair partagée, effectivement. Ce n'est pas un partage de la chair, mais c'est un partage des qualia qui touchent la chair, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a chacun à sa façon. Vous comprenez? Donc, on est difficilement tout seul au monde. Hein? On est très, très difficilement, et c'est presque impossible d'être tout seul au monde, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement, et là, je ne parle pas du langage, qu'effectivement, là, la dimension du langage, alors là, la solitude est juste un mot, n'est-ce pas? Mais là où je parle à niveau aperceptif et perceptif, à niveau biologique, n'est-ce pas? À ce niveau-là, la perception et la perception dont on va revenir maintenant, la perception et la perception connaissent toujours des agencements, des accouplements
qui font que ce qu'un je ressent ne soit jamais dans un isolement, n'est-ce pas, est toujours la résultante des sentir couplés dans ce qu'on appelle une dimension aperceptive commune. Alors donc, on va revenir un tout petit peu à un schéma que certains parmi vous connaissent depuis longtemps. Tu peux mettre la pizza au four. Alors, j'imagine que vous vous rappelez, en plus, dans les différents bouquins, on a évoqué ces petits schémas comme ça, très simples. On faisait la différence entre perception et conscience. Et j'ai rappelé toujours que cette hiérarchie, cette structure-là, cette dynamique à 3 étages, qui est reprise effectivement par la neurophysiologie de la perception de façon un peu plus complexe, elle est définie par Leibniz. Non? Donc, dans le XVIIe siècle, est définie par Leibniz. Alors, la perception, la fameuse phrase de Leibniz que vous connaissez tous et toutes certainement, et quand Leibniz va dire « Je perçois des milliards de gouttelettes, de micro-gouttelettes, mais je perçois des milliards de micro-gouttelettes, mais je aperçois la vague. » Vous comprenez? Je aperçois la vague. Alors, ça veut dire quoi? Je perçois des milliards de gouttelettes. Dans le corps, si ça c'est un schéma organique, n'est pas encore, dans le corps, on peut distinguer des dimensions de perception qui sont des dimensions matérielles, physico-chimiques, énergétiques, qui en permanence sont en interaction avec l'ensemble de l'environnement, du contexte, avec des limites non déterminables. On ne peut pas déterminer les limites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire jusqu'ici c'est ça. L'exemple qui est devenu malheureusement très commun, et c'est ce qui est arrivé avec les tsunamis. Vous vous rappelez cette idée de comment les animaux, à travers un couplage de micro-réactions, les animaux terrestres comme les éléphants, etc., ils ont su qu'il fallait casser les chaînes et s'étirer, n'est-ce pas? Or, quand on a reconstruit, a posteriori bien sûr, quand on a reconstruit la vague aperceptive, donc la vague des qualia partagés et communiqués, on s'est rendu compte que ça venait des fonds de la mer, vous voyez, c'est-à-dire la réaction des animaux marins transmise à d'autres animaux, à des oiseaux, n'est-ce pas? Et même y compris effectivement le mouvement de l'eau et de certains végétaux, jusqu'à arriver aux éléphants et à des grands animaux. Donc, il y a eu un phénomène d'émergence d'une dimension aperceptive commune. Effectivement, les seuls qui n'ont pas prêté attention à ça, c'est les humains. Non? Et on va voir pourquoi, n'est-ce pas? Alors, la perception, c'est ce niveau de couplage, c'est un niveau de couplage permanent dans lequel, comme dit Leibniz, effectivement, je ne peux pas ne pas avoir un rapport avec les micro-gouttelettes qui forment la vague, parce que s'il n'y avait pas de micro-gouttelettes, il n'y aurait pas de vague. Vous voyez? Alors, il dit, nous sommes dans la perception, donc dans l'interaction avec des milliards de micro-gouttelettes, d'éléments physico-chimiques, énergétiques, etc. Mais nous apercevons quelque chose qui, de par notre système nerveux, de par notre soi, pour dire comme ça, parce qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait un système nerveux, effectivement, chez les végétaux, c'est pas comme ça aussi. Par rapport à un soi, ce qu'on pourrait appeler un soi et un non-soi, n'est-ce pas, on aura une image aperceptive différente, n'est-ce pas? On peut dire que par rapport aux milliards de micro-gouttelettes, la vague est le mode dans lequel s'agence et émerge une résultante dans le système neurophysiologique de perception, d'aperception des mammifères, mettons, n'est-ce pas? C'est-à-dire que là, ça prend la forme, l'image d'une vague. Pour d'autres espèces, prendra d'autres images, n'est-ce pas? Certainement pour les crabes qui est là, la vague n'existait pas. Il existait d'autres images aperceptives à partir de quoi? À partir de cette soupe commune, ce soubassement commun des échanges permanents. C'est compréhensible ça, c'est-à-dire que chaque espèce
chaque espèce, effectivement, produira une image, enactera, pour dire comme Francisco va le dire, Francisco Varela, n'est-ce pas, va enacter, va produire une image aperceptive qui a à voir pas avec une réalité de la perception, n'est-ce pas? L'objet, hop, qu'est-ce qui s'est passé là? Là, j'ai une perception bizarre. Ok. L'objet n'est pas la source du savoir. Les objets, si on peut appeler là des objets, les objets ne sont pas là, ne sont pas la source du savoir, les objets. Tout va bien? Il y a quelqu'un qui... Ouais, en fait, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Quelqu'un, qui est l'animateur, peut le couper. Ouais, enfin là, en partage d'écran, j'ai un peu de mal à accéder aux fonctionnalités. Donc, Oui. tant pis, on va parler plus fort que les bruits parasites. Il va se vexer, la personne, si tu l'appelles bruit parasite. Et alors, donc, l'objet, ce qu'on appelle l'objet dans notre hypothèse épistémologique de la perception, l'objet n'est pas là. La perception. Roberta, c'est Marie Nicotra qui a... Marie, sei tu che parla, ti sentiamo, per favore tu puoi chiudere il microfono? Mary, tu puoi chiudere il microfono per favore? Grazie. Bene, bien. Donc, l'objet, c'est qu'on nomme l'objet, c'est qu'on va identifier, c'est qu'on va... Mary non sei obbediente, ce qu'on va discrétiser, identifier comme un objet, donc, ne se trouve pas d'un point de vue phénoménologique ici, n'est-ce pas, que ce serait le point de vue d'un réalisme naïf. J'aperçois des objets qui sont là, n'est-ce pas? La perception n'a pas de forme définie. Le niveau perceptif est un niveau d'une pure dynamique, n'est-ce pas? Avec des turbulences, avec des densités diverses, mais disons au niveau perceptif, il n'y a pas d'objet. L'objet, donc, n'est pas dans le schéma de la perception à perception, n'est pas la source du savoir, l'objet est le produit du savoir, pour dire comme ça. Vous comprenez? L'objet est le produit du savoir parce que le savoir, c'est quoi? Le savoir, tel comme on le voit ici, le savoir, c'est justement ce travail qui fait le cerveau et le corps dans chaque espèce de façon différente et avec des micro-différences chez les individus. L'objet... Marie, Bastien, clique sur le bouton participant. Sur participant. Et coupe Mary, cosa vuol dire rompeballe in italiano? C'est bon. C'est Mary. Voilà. OK. Bien. Alors, donc, l'objet, n'est-ce pas? C'est ce qui va être les fruits du savoir, en comprenant savoir, non pas un savoir théorique, un savoir rationnel, mais savoir dans le sens de ce qu'est capable de produire donc une espèce et dans des micro-différences les individus de l'espèce, de chaque espèce, ce qu'ils vont produire avec un stimuli perceptif X. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans l'exemple du crabe, le crabe ne va pas apercevoir, le crabe n'aperçoit pas, ne construit pas un objet qui est la vague. Alors, qu'est-ce qu'il construit? Je ne sais pas parce qu'ils ne me l'ont jamais raconté, mais effectivement, il ne va pas construire les mêmes objets. Les différentes espèces, et avec micro-différences entre les individus, effectivement, l'objet qu'on produit à partir d'une perception, l'objet aperceptif qu'on produit n'est pas le même. Alors, le troisième niveau, c'est-à-dire, je vous dis, c'est-à-dire, on développe ça un tout petit peu pour après, dans le développement avec les questions et les interventions, on peut faire référence à ça. Alors, le troisième niveau est le niveau de conscience. Quand on est au niveau de conscience, au fait,
conscience dans le sens très général, des productions mentales, non, cérébrales d'une image. Alors là, on n'est pas au niveau de la conscience réflexive, on est au niveau de la conscience comme émergence d'une image qui évoque l'objet construit par la perception. Vous voyez? Alors, si vous avez un chat ou un chien ou un cheval, vous savez très bien que vous pouvez absolument dire le mot manger et vous n'avez pas besoin de lui montrer le manger, c'est-à-dire vous dites les mots, donc vous arrivez à ce niveau-là de conscience, dans ce sens-là, hein. Vous arrivez à un niveau d'information consciente, donc vous dites un mot, n'est-ce pas? Vous dites un mot, vous ne le montrez pas, la bouffe. Et lui, l'animal, le mammifère, avec le mot qui arrive à niveau conscient, disons, pourrait évoquer l'objet tel comme il le produit dans la perception. Alors donc, la conscience, c'est la possibilité qui ont, à partir d'un certain développement des espèces, n'est-ce pas, la possibilité qu'ils ont certaines espèces de, sans l'image concrète apportée, non, d'évoquer l'image avec un mot, avec un signe, avec un geste, n'est-ce pas, qui est tout à fait sans une référence bionivoque avec l'objet, n'est-ce pas, mais que ça évoque la chose. Hein? Alors après, effectivement, là on est resté à niveau des bases. Effectivement, après, on pourrait mettre là plusieurs autres niveaux, les différents types de conscience, mais disons que celui qu'on va évoquer, c'est la nôtre, qui est la conscience réflexive, hein, qui est la possibilité qu'ont apparemment que les humains de penser qu'on est en train de penser, n'est-ce pas? C'est-à-dire d'avoir conscience de notre conscience. Jusque-là, avec les singes, avec les chiens, les chats, avec, on sait qu'il y a un niveau de conscience mais énorme, capable d'évoquer et même d'articuler des mots ou des signes ou des gestes, plusieurs, n'est-ce pas, 10, 15 parfois, n'est-ce pas, ça dépend des espèces, peuvent articuler différents types de mots ou de gestes qui évoquent des objets, mais ce qu'ils ne peuvent pas faire, apparemment, c'est ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est réfléchir de façon consciente à ce qu'ils sont en train de penser. Hein? Ou s'ils peuvent le faire, c'est de façon trop précaire comme pour qu'ils n'accèdent pas à ce que nous nommons les langages, qui est la séparation radicale entre signifié et signifiant. Non? Alors, l'essence commun, effectivement, l'essence commun parcourt ça, parcourt cette ligne-là, cet axe-là, qui est l'axe de la connaissance. Nous avons distingué l'information, qui est cet axe-là, l'information et ce qui se passe à cet axe-là. C'est-à-dire, j'obtiens de l'information, non, sans passer par la perception à perception. C'est-à-dire que on est en train de s'informer à la radio, à la télé, peu importe. On s'informe sur des problèmes, sur des réalités, et on s'informe, mais cette information passe par là directement, n'est-ce pas? La connaissance, au contraire, est cette production d'un savoir à partir de la perception à perception conscience. C'est-à-dire, pour être très clair, la connaissance est ce qui regarde à des corps situés parmi des corps qui expérimentent physico-chimiquement, énergétiquement, non, avec leur corps parmi des corps, expérimentent le contexte, produit la perception et quand il y a, arrive à la conscience. La différence entre connaissance et information, effectivement, je sais bien qu'il y a d'autres théoriciens, chercheurs qui utilisent les signifiants conscience, connaissance de façon différente. Je ne dis pas que ce soit ça. J'explique comment nous l'utilisons d'un point de vue phénoménologique. La différence entre connaissance et information est que la connaissance est toujours d'emblée dans l'agir. La connaissance est toujours d'emblée dans l'agir.
parce que la connaissance est production de l'objet. Vous comprenez? C'est production de l'objet et production à niveau conscient de ce qui correspond à l'objet produit. En tant que l'information, si bien elle peut s'articuler avec la connaissance, elle n'est pas du tout immédiatement en agir. La connaissance peut s'articuler avec l'axe de la connaissance pour augmenter la capacité d'agir, mais elle peut aussi la diminuer. Vous voyez? C'est-à-dire, vous savez bien, nous sommes à un moment historique très particulier dans lequel noyé d'informations, on bloque tout ce qui vient de la connaissance et pour cause, parce que ce qui aujourd'hui il est absolument bloqué, c'est tout ce qui est l'expérience, l'expérience et l'expérimentation, n'est-ce pas? Expérimentation, expérience. Tout ce qui vient du corps est devenu minime, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les corps sont cachés, gardés, cachés, surveillés. Donc, effectivement, on est à un moment donné dans lequel l'information, pas seulement ne potentialise pas l'agir, mais s'articule trop bien avec l'inaction des corps, n'est-ce pas? Et alors, même sans parler de cette crise si particulière que nous sommes en train de vivre, effectivement, le constat, souvent paradoxal, de que l'information ne déclenche pas l'agir, bien, de notre point de vue, trouve sa source là-dedans, parce que plus il y a d'informations non liées à notre expérience, moins on peut agir. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous sommes dans des sociétés dans lesquelles la pyramide est inversée, pour le dire comme ça. Alors, je ne sais pas si, tu vois, magiquement, techniquement, on inverse. Bon, non, imaginez, utilisez non pas la technique, mais parce que vous imaginez, ça revient là, tac, on inverse la pyramide. Mais, non, mais on ne va pas le faire. Et alors, donc, on vit dans un moment dans lequel, de plus en plus, les dimensions conscientes de l'information sont cette pyramide inversée, n'est-ce pas? Ils sont beaucoup plus grandes que les niveaux aperceptifs et perceptifs. Et c'est compréhensible pourquoi, non? Parce que, ben j'espère que c'est compréhensible. Passe-moi la feuille, s'il te plaît. Non, non, on va faire. Alors, attends, j'arrête le partage d'écran. Oui. Alors, je ne sais pas, tu me dis, Christian, si ça se voit parce que c'est un peu fin les traits. Ça se voit? C'est bon. Disons que nous sommes dans une situation dans laquelle, pourquoi est-ce qu'il y a peu de perception? Il y a peu de perception parce que si nous sommes toujours dans le même endroit, les culs sur la chaise, bah, effectivement, l'échange physico-chimique, énergétique, les densités diverses et les turbulences diverses du contexte sont réduites à maximum. Donc, la production d'objets qui dépend de la perception se réduit. C'est-à-dire qu'ici, je l'ai mal fait, ça devrait se réduire. Vous voyez? Bon, c'est pas grave. Hein? Vous utilisez. C'est-à-dire, au fait, donc, là, le niveau aperceptif se réduit un maximum. Et le niveau conscient de l'information déliée de la connaissance corporelle devient atrophié dans un énorme, n'est-ce pas? Il devient énorme. Hein? Alors, que c'est effectivement, on peut dire comme ça, le chemin de l'impuissance. Alors, dans les niveaux, tu peux remettre la pizza? On disait encore là-dessus que la perception, cette production d'objets, donc, je sais, le réalisme naïf dit l'objet est là et le savoir connaît l'objet. On dit non. L'objet est le fruit, le résultat de la production du savoir. OK. À ce niveau-là, à niveau aperceptif, ce qui se passe, c'est que nous ne devons pas prendre cette portion de pizza comme si elle était avec des murs, des parois étanches, n'est-ce pas? Autant le niveau perceptif a un côté individuel de chaque organisme, n'est-ce pas? Mais nous savons que les organismes sont des organismes couplés, ne serait-ce
que si nous savons que de chaque 10 cellules de notre corps, 9 sont des bactéries, n'est-ce pas? Alors on dit, ces petits schémas d'individuation se répètent pour chaque bactérie aussi qui compose notre corps. Hein? Alors, mais mettons, chaque organisme individué peut être identifié avec ces mécanismes, avec ce fonctionnement. Alors, la perception n'a pas de limites, n'a pas de frontières étanches, puisque la perception est, effectivement, c'est permanent, c'est flux permanent, physico-chimique, énergétique. Mais la perception, donc ma capacité, ma possibilité de produire un objet à partir de mon expérience, n'a pas non plus des parois étanches. C'est ça ce qu'on dit quand on dit qu'il existe une dimension aperceptive commune. N'est-ce pas? C'est-à-dire que ce niveau-là de l'aperception peut se coupler avec d'autres organismes, d'autres espèces, pour produire des images que l'organisme tout seul ne pourrait pas produire. Vous comprenez? Donc, la dimension aperceptive commune ne crée pas, je répète, n'est pas l'émergence d'une chair fusionnelle commune. La chair reste divisée et correspond à la singularité de chaque organisme. Mais la production d'objets, c'est-à-dire ce que je vais ressentir, vous comprenez? Là, il y a les qualia, non? Eh bien, ce que je vais ressentir, oui, il est couplé avec d'autres objets, avec d'autres organismes. Un tout petit peu de patience encore pour un autre petit machin. Tu peux mettre l'autre schéma. Oui, les faux plats. Ouais. Alors, à vrai dire, nous devrons, pour sortir un tout petit peu des schémas plus, disons, simplifiés de Leibniz, pour aller plus d'un point de vue neurophysiologique, nous ne devons pas tout à fait avoir une image pyramidale de la chose. Parce que dans l'image pyramidale, on garde un tout petit peu une certaine résidu, un tout petit peu un reste cartésien dans lequel il y a la conscience au-dessus. Là, vous voyez, là, on peut voir un tout petit peu comment la aperception, effectivement, est ce qui est un échange permanent avec les milieux. Ça, c'est un organisme, n'est-ce pas? Un organisme individuel, peu importe quoi, bactéries, mammifères, insectes. Alors, la aperception, on l'identifie avec ces contours flous, vous voyez, flous et un échange permanent. Alors, il est flou, mais quand même détermine une certaine limite. La aperception, déjà, ça détermine un soi et un non-soi. Hein? Le soi, il va le placer là. Et il détermine le soi en incorporant la dimension imperceptible du corps. Non? Et il va incorporer l'ensemble du corps, non? Mais c'est le travail de la perception, de faire le soi et le non-soi. C'est le travail, mais que ça répercute. Bon. Et pourquoi on a mis comme ça la conscience? Parce que la conscience, elle est insulaire, vous comprenez? Nous ne pouvons pas, d'un point de vue neurophysiologique, nous ne pouvons pas dire que la conscience est au-dessus, comme dans les schémas de la portion de pizza, que la conscience, elle est au-dessus, le sommet, et qu'à partir de ces sommets-là, voilà, il y a en bas la perception, après la conscience. Non, la conscience est toujours, par toute espèce qui possède des phénomènes de conscience, des processus de conscience, est insulaire. Ça veut dire quoi qu'est insulaire? C'est-à-dire que les processus conscients, ils sont toujours interrompus par des processus aperceptifs et perceptifs, n'est-ce pas? Que c'est un mélange. C'est-à-dire que la conscience n'est pas quelque chose de stable qu'à partir d'un moment donné, on est dans la conscience et on a laissé derrière la perception et la perception. Ceci juste pour dire, entre autres choses, qu'effectivement, ces mécanismes conscients, quand ils prennent toute la place, quand ils envahissent toute la place et qui diminuent la dimension perceptive et la dimension imperceptive, eh bien, l'invasion de la conscience par rapport à l'expérience corporelle, perceptive et perceptive, signifie un affaiblissement inévitable de l'organisme. Bon.
Alors, je voulais juste vous embêter un tout petit peu avec un autre point avant de passer au courrier du cœur. Alors, c'est celles qui nous suivent depuis un certain temps ou qui sont jeté un œil sur les bouquins qui s'appellent La singularité du vivant, connaissent notre schéma qu'on appelait le Mamotreto, qui est un schéma organique, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est un effort pour définir le fonctionnement organique en le différenciant de l'artefact, n'est-ce pas, de l'agrégat. Alors, nous disons que nous différencions trois dimensions, mais on va passer vite, on ne va pas tout développer, on va juste passer vite pour voir un point qui nous intéresse pour aujourd'hui. On dit que ça, on nomme les champs biologiques. Les champs biologiques, pour parler des champs biologiques comme un champ de force, n'est-ce pas? Un champ dans lequel la distinction, la différenciation, elle est minimale et tout est dans une sorte de couplage permanent, agencement, désagrégation, agrégation, dans un fonctionnement, dans tous les cas, d'influence, de rétroaction entre elles. Et on disait que les champs biologiques est en relation, est premier, n'est-ce pas? Alors, à partir ici, on peut identifier les champs physico-chimiques, hein, c'est-à-dire les éléments inertes. Et ici, on disait, c'est les mixtes. Les mixtes, c'est la technique, la langue, etc. Alors, ce que nous sommes en train d'étudier par rapport au sens commun, de tout ce Mamotreto-là, je vais juste prendre un petit truc. Ce que nous sommes en train d'essayer de comprendre au niveau des sens communs, c'est que ici se passent les phénomènes de perception à perception. Ici sont les corps agencés avec des corps et avec des écosystèmes, n'est-ce pas? Ici se passent les phénomènes de perception à perception. Et les phénomènes de perception à perception ont des manifestations. Ce sont des manifestations conscientes, non réflexives, c'est ici que ça se passe, n'est-ce pas? C'est-à-dire à perception à perception, conscience non réflexive, restent comme des phénomènes du champ biologique. Ce qui va émerger ici, c'est à partir de la conscience réflexive, les productions de la conscience réflexive. Et quelles sont les productions de la conscience réflexive? Ben, la première est effectivement la langue articulée, non plus comme instrument de communication, ça se passe ici, c'est les langues communicatives, sont ce qui arrive dans les champs biologiques, la langue comme décombinatoire avec une certaine autonomie. Tout ce qui existe dans les mixtes sont mixtes parce qu'ils ont une certaine autonomie propre, mais ils dépendent des champs biologiques. Alors, vous voyez, c'est à niveau de la langue, on sait bien que si nous considérons d'un point de vue linguistique qu'une langue a une autonomie propre et la langue n'a pas comme fonction principale la communication, que la langue connaît une combinatoire, une dynamique propre, etc. D'accord, mais pour qu'une langue soit vivante, il faut que du vivant la parle, non? Que du vivant l'alimente, pour la stimule, et puisse la stimuler. C'est pour ça qu'une langue peut être morte. Quand une langue est morte, elle devient un agrégat qui se désagrège, n'est-ce pas? Alors, quand nous parlons, et ce dernier petit point là-dessus, non? Quand nous parlons, quand nous essayons d'identifier la question du sens commun par rapport à la pensée critique, nous pouvons dire effectivement que les sens communs, c'est tout ce qui se passe à niveau des qualia, à niveau des sensations, à niveau d'expérience, n'est-ce pas? Et qui connaît des petites boucles de nomination de ce qui se passe ici. Mais ce que je veux dire là-dessus, par nomination, c'est mal dit, comme vous voulez, mais ce que je voudrais que ce soit clair, c'est qu'il ne faut pas prendre les énoncés du sens commun à la lettre. Vous comprenez? Les énoncés du sens commun parlent de mon expérience corporelle des corps parmi les corps couplés avec d'autres corps. Je les nomme, mais cette nomination est à peine une petite visite dans les champs des mixtes. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une théorie, par exemple, une théorie se passe à niveau de mixte. Hein?
Une théorie se passe au niveau des mixtes, se structure rationnellement avec des exigences logiques, avec les tiers exclus, avec toutes les lois de la logique qu'on peut connaître. Se passe ici. C'est que du sens commun peut être nommé apparaît plutôt à niveau, non pas des concepts, mais à niveau des percepts, c'est-à-dire la production artistique, par exemple. La production artistique, la production des signes, des comportements, des danses, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les percepts, ils sont intimement liés à la source biologique des productions, sauf qu'ils connaissent des formes identifiables dans les mixtes. Mais je ne peux pas dire que les mots qui nomment un percept correspondent à ce qu'on nomme la pensée critique ou la pensée rationnelle, dans le sens auquel les percepts sont des énoncés minimaux de l'indicible, de l'ineffable du sens du champ biologique. Hein? C'est-à-dire que ce que je vais dire par rapport à une sensation que j'ai, c'est ce dont Winnicott, par exemple, parlait de ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire comment l'enfant va trouver la possibilité de nommer des qualia, des affections, des choses par lesquelles il est affecté. Il va nommer la possibilité de les nommer en identification avec ce que la maman, le papa va dire, ah, tu as chaud, n'est-ce pas? L'enfant n'a pas ni chaud ni froid, l'enfant a une qualia qui est très difficile, qui n'est pas un nom défini. C'est d'ici qui va venir la nomination, C'est là où je dis qu'il ne faut pas prendre trop au mot ce qui s'exprime dans le sens commun, dans le sens de l'expérience. Parce que l'expérience, elle est toujours infiniment plus vaste que les mots qui pourraient les nommer. N'est-ce pas? Donc, je dis ça parce qu'effectivement, les sens communs s'expriment par des mots. Hein? Toutes les expressions. Che sono per la maggior parte psicoterapeuti, ma ci sono anche dei medici. Senti, sembra che senti per favore. Usando questo mezzo. Sì, ma senti, tu puoi fare la traduzione senza il microfono, per favore? Allô? Non, mais j'ai coupé le son. Là, ah, d'accordo. Bien. Ces petits rappels, non? Un peu italo-interrompus, ces petits rappels, simplement parce que, étant donné les participations, les collaborations et les questions que vous avez envoyées, nous, on voulait commencer par définir ça, quitte à revenir dans les réponses, le développement, dans cette mixte, justement, dans cette mélange, non? Dans cette mélange entre vos interventions, questions, demandes et la suite du séminaire. C'est ça la forme bordélique, floue, qui à moi me plaît beaucoup, beaucoup. Voyons après si ça marche ou pas, dans laquelle de temps en temps, on va faire des petits ajustements comme ça, et après, on va essayer de suivre vos chemins, les chemins qui sont les vôtres. Et donc, je donne, voilà, on commence maintenant la partie courrier du cœur. Alors, ça commence comment? Alors, juste avant de passer au courrier du cœur, j'ai vu qu'il y avait une question notamment de Pierre, je crois, sur la conscience non réflexive et la représentation. Du coup, peut-être que Pierre, tu peux allumer ton micro. Oui, vous m'entendez? Oui. Super, merci de me prêter la parole. Je me demandais si, avec tout ce qui vient d'être dit, est-ce que cette conscience non réflexive peut s'apparenter ou équivaloir à la représentation?
le fait de se représenter quelque chose qui n'est pas présentement face à nous. Par exemple, pour l'enfant, pour l'adulte, pour l'animal. Si, absolument, Pierre. C'est-à-dire qu'on nomme, effectivement, d'un point de vue neurophysiologique, après, on peut affiner les différents types de conscience, etc. Mais pour ce qui nous intéresse, oui, on nomme des phénomènes d'émergence de conscience par la possibilité d'émergence de quelque chose que nous nommons une image, non? Mais qui surtout est cette dissociation. Il n'y a pas besoin de l'objet pour qu'il y ait cette image. Tu vois? Or, ces mécanismes sont très précoces dans les vivants. Hein? C'est-à-dire très, très précoces. C'est-à-dire que la possibilité de, entre guillemets, évoquer l'objet aperçu sans la présence de l'objet va très, très loin dans les différentes espèces. Mais effectivement, savoir avec la représentation, et c'est très bien d'utiliser le concept de représentation, parce qu'effectivement, je pense que c'est là où l'art est tout à fait autre chose que la théorie ou que le blabla, n'est-ce pas? C'est-à-dire, l'art, à un niveau symbolique, à la seule chose qui peut s'assimiler, de mon point de vue, l'art, est aux mathématiques. Tu vois? C'est-à-dire, qu'est-ce qui veut dire un théorème? Un théorème ne veut rien dire. Un théorème exprime des relations, des proportions. Tu vois? C'est-à-dire, c'est intéressant, par exemple, si vous connaissez un peu les travaux de Mandelbrot, les fractales. Mandelbrot est quelqu'un qui est... C'est très drôle parce qu'il avait des problèmes cognitifs. Donc, il n'arrivait pas, quand il était petit, il n'arrivait pas à, par exemple, penser un théorème en termes arithmétiques. Mais il avait toujours des bonnes notes. Pourquoi? Parce que lui, il produisait des images, des volumes dans sa tête, il voyait des formes et il avait la solution. C'est exactement ce qui fait les martins pêcheurs par rapport à la réfraction de l'eau, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les martins pêcheurs, il sait que le poisson n'est pas là, il sait que le poisson est là, mais il fait les calculs de la réfraction de l'eau sans avoir effectivement accès à l'arithmétique. Non? Donc la représentation, c'est ça. C'est-à-dire un nomme représentation à ces mécanismes qui permet, dans la petite tête du marchand-pêcheur, non, de construire une image en correspondant avec sa perception, n'est-ce pas? Mais une image qui, et pour cause, ne correspond pas à l'objet, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il va construire une image qui lui permet d'aller là où il y a les poissons, non pas là où il les voit. Il les voit ici, les poissons, il est ici, n'est-ce pas? Donc, effectivement, les niveaux de conscience pré-réflexif, pour dire comme ça, est un niveau dans lequel il y a production des images perceptives. Par rapport à l'image perceptive, on ne va pas trop s'étendre parce que ça va très loin. Et moi, je pense que, effectivement, c'est même tous les travaux sur les nouveaux travaux sur les plantes, de Mancuso, par exemple, pour nommer que lui, de Stefano Mancuso de Florence, parlent et font extensif cette production de représentation, mais attention, non, avec l'anthropocentrisme, non? La production de quelque chose, d'une représentation possible, mais à ce niveau-là minimal, n'est-ce pas? De pas besoin de la présence de l'objet, l'évocation par d'autres moyens. Merci. Merci à toi. Ok. Alors, bon, comme notre petite boutique marche pas mal ces derniers temps, on a reçu beaucoup de questions. Voilà, on a reçu des questions de Fanny, Sylvie, Julien, Rémi, Jérôme. Alors, je ne suis pas certain qu'on ait forcément le temps de toutes les voir là aujourd'hui, ce soir. Mais la prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est que vous envoyez les questions. Il y aura 2 candidats et ils devront répondre, vous voyez. Et si les candidats ne répondent pas, c'est vous qui gagnez les 1 000 €, et sinon, c'est les candidats. On a inventé un concept. Le jeu des 1 000 €, oui. Alors, du coup, Jérôme, que je vois à l'écran, juste un petit mot. Je sais qu'il y en a pas mal qui coupent leur caméra pour différentes raisons.
je vous assure, non avouable. c'est pas toujours évident de parler face à des vignettes noires. Alors, si certains ont l'amitié de bien vouloir mettre l'image, voilà, c'est un peu plus sympathique. Il est sensible, parce Voilà. que c'est un garçon sensible. Il veut vous voir. C'est sympa, merci. Moi, ça me dérange, mais bon, lui. Bon, alors, oubliez. Non, mais du coup, ouais, Jérôme, qui nous a envoyé une question. Du coup, Jérôme, si tu veux bien allumer ton micro, ou alors je le fais. Enfin, je ne sais pas si je regarde le bon Jérôme, si, je pense. Si, voilà, oui, ça y c'est est. bon. C'est bon là ou pas? Ouais, on t'entend, Jérôme. Vous me voyez ou pas? On te voit, on t'entend Ouais. tout. Super, parce que c'est pour être aussi un robot aussi. Alors, je fais quoi? Je lis le texte que j'avais envoyé, non? Ah bah, tu fais comme tu veux, Ouais. tu peux lire le texte ou le résumé, mais Ouais. le principal, c'est que tu poses des questions. Ouais, donc je me suis rendu au Lentillère à Dijon. En fait, pour ceux qui connaissent un peu, je résume ce qui se passe là-bas ou les gens connaissent. C'est des gens qui ont occupé en fait. Enfin, il y avait des terrains en maraîchage en fait, enfin des terres cultivables. Il y avait des projets pour construire, pour bétonner en fait, construire des immeubles, construire des choses d'habitation. Et puis donc ils ont occupé le lieu. Et ça fait 10 ans que ça dure en fait. Et là, ils faisaient un chantier pour construire, pour faire une extension à un bâtiment, voilà, un bâtiment collectif là-bas. Et je suis allé pour ça. Donc, ouais, en venant de là-bas, donc ce que je m'étais rendu compte, c'est que par rapport à une notion qui avait été évoquée dans des livres de Miguel, c'était l'éphémère, et que d'une certaine manière que je placerais en fait quelque part du côté du non rationnel. Comment dire, quand ce qui est vécu comme durable et stable serait plutôt du côté de la raison. Enfin, moi, je l'avais un peu senti comme ça, comme si. Ouais. Voilà. Et donc, donc Miguel t'avait expliqué qu'il fallait se rabibocher avec l'éphémère, en fait, en disant que quelque chose d'éphémère peut devenir irréversible une fois expérimenté. Et j'avais eu cette phrase en tête en voyant des copains de Notre-Dame-des-Landes, en fait, qui luttaient contre les CRS. Et j'avais cette image qui m'intéressait, c'était ils portaient une charpente en bois. Ils essaient de reconstruire en fait ce que les CRS avaient détruit quelques jours avant, en fait. Et moi, j'avais trouvé cette image extraordinaire en fait pour moi, parce que d'un côté, elle était comment dire, il n'y avait pas de sens à ça. Il n'y avait aucun sens à ce qui se passait. Enfin, j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Quel sens il y avait dans le fait de vouloir reconstruire alors que c'était détruit. Et en même temps, je trouve il y avait quelque chose d'important qui se passait à ce moment-là. Enfin, moi, c'est ce que j'avais compris. Enfin, c'est ce que ça m'avait fait, quoi. Et ce week-end, en aidant les copains des Lentillards à construire donc une salle de réunion, à planter des arbres fruitiers, voilà, sous la menace de destruction, parce qu'en fait, ça ne va certainement pas durer. Ou ils ont aussi un voisin à côté qui est complètement fou, qui les a menacés de les tuer plusieurs fois et qui ils n'ont rien fait contre lui parce qu'ils ont décidé collectivement de rien faire. Parce que pour pas être menacé plus, je me suis dit bah ouais, mais que tout ça c'était certes éphémère, mais et du coup ça me paraissait pas rationnel en fait. Alors je me disais bah ouais, mais et en même temps je me disais bah pourquoi, j'étais en train de participer à ça en fait, j'étais en train de j'étais pas spectateur en fait, j'étais dedans parce que je construisais avec eux et je me disais mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire quoi? Il y a ces chantiers autour, il y a cette menace qui est autour et tout. Et nous, on est en train de déplacer des pommiers, on est en train de construire une cabane. Eux, ils sont menacés par tout ce qu'il y a autour. Et mais en même temps, je me disais, qu'est-ce qu'on faisait? C'était paradoxalement essentiel. Ça me paraissait en même temps, j'avais les deux sentiments, comme quoi c'était essentiel en même temps ce qu'on faisait, euh, parce que j'imaginais la menace qui pèse sur la vie dans toutes ses dimensions à l'heure actuelle. Et ça recouvrait quelque part une autre rationalité, en fait, quelque part moins linéaire que l'autre, qui veut forcément des causes et des effets. Et pour revenir à la séance précédente, par rapport à je ne préfère ne pas, j'ai l'impression, du coup, en m'évoquant ce moment-là, que je ne préfère ne cherchais pas de justification dans un avenir ou dans un passé, en fait, mais
que ça tenait à l'acte lui-même et dans le fait d'être présent, là, par exemple, aux Lentillères et dans ces choses à défendre, et sans certitude, sans logique cartésienne qui donnerait comment dire, une, euh, une justification à nos actions, et en tout cas qui leur dirait bah, c'est bien, Jérôme, ce que tu fais. Enfin, si je me place du côté du papa. Et Alors, donc, je commence ouais, par rapport à cette partie de la question, d'accord? d'accord, ok. Bon, juste un truc, tu as mis une négation en plus. Je préfère ne pas. C'est pas je ne préfère ne pas. C'est je préfère ne pas. D'accord, ok. D'accord. Non, Ok. parce que nous, tu vois, quand on arrive ici, qu'ils nous amènent à nous alphabétiser, ils nous apprennent bien qu'en français, attention, parce que deux négations, je savais ça déjà en mathématiques, mais alors attention, parce que deux négations, affirmation, trois négations, zéro. D'accord. Et bien, alors, au fait, oui, moi je pense qu'il est très important là de faire la différence, comme ça, non, disons, d'emblée, entre éphémère et futile. Non? Ouais. Effectivement, c'est-à-dire, on peut dire que le propre de la vie et que doit sa stabilité à s'éloigner de l'équilibre. Et que ce n'est qu'un rêve ou un cauchemar de la pensée critique, de la pensée rationnelle, ces dérives métaphysiques que nous on identifie avec des origines platoniciennes, mais cette dérive, et que d'ailleurs c'est très occidental, c'est-à-dire vous savez bien que dans les sagesses sur la philosophie autre qu'occidentale, on ne voit pas cette prédominance. Il y a des tendances, mais on ne voit pas cette prédominance du désir métaphysique d'une stabilité, équilibre, dans une sorte de confusion entre irréversible et immortel ou éternel, n'est-ce pas? C'est-à-dire que pour toujours, ou quelque chose, pour ne pas confondre éternel, c'est autre chose. Mais effectivement, c'est le propre du vivant et cet nécessaire éloignement, nécessaire et dangereux éloignement permanent de l'équilibre pour maintenir la stabilité. Non? On peut dire que c'est une façon, je n'ai pas eu la possibilité de parler de ça avec Sartre, mais c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé pouvoir les dire les choses comme ça, mais quand j'ai connu Sartre, je ne connaissais pas ça, et maintenant que je connais ça, il n'est plus là. Mais je suis convaincu que l'angoisse existentielle, cette angoisse, cette distance de soi à soi, cet espace phénoménal, comme le nomme Michel Henry, qui fait que on n'est jamais, dans les vivants, on n'est jamais dans A égale à A. Non? Il y a toujours cet effort pour être. Non? C'est-à-dire que être, c'est un effort pour être, comme le dit Leibniz, cet effort pour être. N'est-ce pas? Bon. Alors, dans cet effort pour être, nous, d'un point de vue biologique, on peut les nommer comme ça, effectivement, comme ces permanentes nécessités et dangereuses nécessités d'un éloignement de l'équilibre pour maintenir la stabilité. Or, vous savez, c'est ce qui se passe quand on fait du vélo. Si tu maintiens ton vélo en équilibre, il ne bouge pas, n'est-ce pas? Et si tu le déséquilibres trop, bah, tu tombes, n'est-ce pas? Alors, les dangers de l'équilibre est de deux côtés. Et du côté de trop déséquilibré ou de trop équilibré. Dans les deux cas, la stabilité est en danger, n'est-ce pas? Alors, effectivement, l'Occident, et ça, effectivement, c'est que la pathologie de l'Occident, cette production de métaphysique permanente, cette haine de la vie, toujours a mis l'accent dans ces désirs horribles, mortifères, non, d'une stabilité et un équilibre qui coïncident, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ma vie corresponde à un équilibre stable, non, qui ne s'éloigne pas de l'équilibre. Cette, disons, cette consubstantialité entre équilibre et stabilité. Souvent, en Occident, la compréhension, par exemple, de concepts très complexes pour nous, comme les zen, ou des concepts comme ça de yoga, philosophique, etc., souvent, la confusion est celle de prétendre avoir une stabilité d'équilibre. Chose que pour le peu qu'on peut comprendre
nous, dès les sagesses et philosophies orientales, c'est tout à fait le contraire, parce qu'effectivement, les sages n'est pas quelqu'un qui est absolument catatonique et qui ne ressent rien, et quelqu'un qui est capable justement de ne pas éviter les déséquilibres nécessaires à la vie, n'est-ce pas? Qui est capable de ne pas éviter les déséquilibres. Alors, de ce point de vue-là, l'expérience, ce qui renvoie donc pour notre axe pendant ces séances-là, ce qui renvoie au sens commun, donc l'expérience corporelle, c'est ce qui s'exprime par des petits mots, mais qui surtout parle de cette perception à perception. Cette expérience, elle est en permanence dans l'éphémère. Elle est en permanence dans l'éphémère. C'est-à-dire que il ne peut pas ne pas être éphémère, parce que non éphémère, ça veut dire la désagrégation, le devenir agrégat du corps mort, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les non éphémères, c'est les passages à la non-existence, n'est-ce pas? C'est-à-dire que pour les vivants, que ce soit un être vivant, une espèce vivante, une culture, une société, eh bien, la désexistence, donc la perte de puissance juste à mettre en cause l'existence, est par cet passage à l'équilibre. Hein? Un corps en décomposition est passé à l'équilibre. Hein? Justement, il n'est plus dans cette dangereuse fragilité. C'est pour ça que toujours on identifie, nous, fragilité au concept même du vivant. Il est soit dans la force, soit dans la faiblesse, mais force et faiblesse, justement, sont les deux pôles arbitrairement séparés qui parlent d'un équilibre au-delà de la fragilité. Donc, les deux sont mortifères. Hein? C'est-à-dire, les deux sont mortifères. Alors, effectivement, dans les luttes pour la vie, en situation, n'est-ce pas? Toute lutte, que ne soit pas une lutte purement idéologique, théorique, n'est-ce pas, voilà, mourir pour des idées, n'est-ce pas, comme disait Brassan, toute lutte que ne soit pas mourir pour des idées, mais effectivement, voilà, une lutte pour la vie, pour les vivants, n'est-ce pas, que ce soit pour la justice sociale, écologique, de genre, peu importe, toute lutte qui, tant qu'elle reste proche du vivant, tant qu'elle ne se idéologise pas trop, tant qu'elle n'est pas gagnée par les théoriciens, comme on dit certains, que la politique est sous condition de la conscience, n'est-ce pas? Bon, Alain Badiou, par exemple, lui va dire la politique est sous condition de la conscience. C'est pour ça qu'Alain Badiou, il a dit, il a appuyé Staline et Pol Pot, par exemple, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est pas un accident. C'est-à-dire qu'effectivement, on dit si la politique est sous condition de la conscience, là on parle de conscience réflexive théorique, n'est-ce pas? Non, j'ai dit pour Pierre, non? On parle pas de conscience justement représentative. Non? Si la politique est sous condition de la conscience, là on est un tout petit peu dans la merde parce que là on est effectivement dans l'idéal métaphysique platonicien de la construction d'une force qui doit être pour toujours. J'hésite de dire un mot éternel parce que l'éternité d'un point de vue spinoziste c'est autre chose, n'est-ce pas? Mais donc, disons que c'est quelque chose qui ne soit pas éphémère. Et ce qui n'est pas éphémère, ce n'est pas par accident qui aboutit au massacre, à la répression, etc. Alors, donc, dans les luttes situationnelles pour la vie dans lesquelles, c'est-à-dire, on peut dire, c'est-à-dire qu'une lutte de revendication de genre, ce n'est pas une lutte théorique, ce n'est pas parce que tu es d'accord avec une théorie. Tu vois, la théorie, elle vient derrière, peut-être pour potentialiser, pour accompagner la lutte, elle est nécessaire pour accompagner, mais une lutte de genre, la lutte des peuples originaires chez nous, n'est pas parce qu'ils adhèrent à une théorie, vous comprenez? C'est une lutte pour la vie en situation et qui est accompagnée par des théories, dans la mesure que la théorie ne devient pas la condition de la vie. Alors, si la lutte situationnelle est quelque chose qui reste réglé par ce désir d'augmenter la puissance dans la situation, d'agencer et non pas de décomposer les rapports, n'est-ce pas, en parlant
jargon spinoziste, n'est-ce pas? Composer les rapports, ne pas décomposer, etc., etc. Si c'est comme ça, c'est forcément éphémère. C'est forcément éphémère. C'est forcément éphémère parce que c'est ce qui est le bien pour cette situation-là, à ce moment-là. Mais, effectivement, au cœur de l'éphémère se trouve le nid de l'irréversible. Pourquoi? Parce que cette expérience de que ceci est possible, même si les conditions politiques, sociales ensevelissent ça, pour le dire de façon claire, mettons que la réaction réussit, comme ça arrive maintenant en Amérique latine, un peu partout, en France, n'est-ce pas, que la réaction réussit à ensevelir, à même faire oublier les acquis de solidarité, de fraternité, de lutte. Bah, quand même, c'est une expérience qui a eu lieu. Avoir eu lieu fonde, peut-être non pas dans la mémoire consciente, mais fonde d'une façon ou d'une autre, fonde ce qui va sculpter l'expérience des peuples et des sociétés. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce qui a eu lieu n'a pas besoin d'être l'histoire officielle, comme on dit, n'a pas besoin d'être, surtout pas gravé sur le marbre, mais ce qui a eu lieu sculpte l'expérience des gens et des peuples, en bien et en mal. Hein, en bien et en mal. Alors, le problème, c'est certainement pas de que notre lutte, une lutte concrète, soit éphémère. Notre problème, c'est qu'elle ne soit pas futile. Parce que moi, je poserais à irréversible, non pas l'éphémère, mais le futile. N'est-ce pas? C'est-à-dire que le futile, ça veut dire, il y a un exemple qu'avec Bastien, on utilise, il y a un film de Fassbinder, mais l'autre jour, je me suis rendu compte en parlant avec le jeune Théo du collectif qui ne savait même pas qui était Fassbinder, je me suis dit merde, alors l'EHPAD n'est pas trop loin. Et alors donc Fassbinder, les cinéastes allemands, n'est-ce pas? Il y a un film qui fait, je ne me souviens pas, ah oui, l'Allemagne en automne, dans lequel un passage très long, c'est autour de l'assassinat par le régime c'était la RFA à l'époque, la République fédérale allemande, l'assassinat de 3 militants de la RAF dans des prisons d'isolement maximal. Gudrun Esslin, Andreas Bader et Gudrun Esslin, Andreas Bader et Mayhoff. Et ils tuent avec des balles dans des cellules isolées, n'est-ce pas? Et ils disent qu'ils se sont suicidés. Non? Donc c'était comme une sorte de... Bon, voilà. Et alors, c'est une époque dans laquelle il y a une lutte contre la guerre du Vietnam, une lutte anti-impérialiste, une lutte pour de nouveaux modes de vie très très forts en Allemagne fédérale, dans tous les cas à ce moment-là. Et c'est un moment terrible. C'est un moment terrible. Parce que, bon, voilà, peu importe. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Fassbinder fait un film sur les moments de l'enterrement des 3 militants. Et c'est la désolation dans toute l'Europe, c'est la désolation par ces crimes d'État. Et alors, dans la scène, et on arrive dans la scène qui m'intéresse de commenter, Fassbinder, il se filme lui. Il est chez lui, non, et il regarde la télé et il regarde la manifestation d'enterrement réprimée férocement par les flics allemands. Et alors, il regarde ça, c'est la tension, je vous dis, c'est un point, pour ceux et celles qui n'ont pas 20 ans, ça rappelle, c'est un point vraiment de tension totale à cette époque-là dans toute l'Europe. Et alors, Fassbinder, face à ça, qu'est-ce qu'il fait? Il s'élève de devant la télévision, il va aux toilettes et il se masturbe. Non? Et moi, je trouve que c'est très fort parce qu'effectivement, le problème, c'est que les dangers, donc, ce n'est pas qu'une lutte soit éphémère. Le danger, c'est qu'une lutte soit, disons, futile ou branlative, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le problème, c'est qu'il existe un principe d'efficacité. Il existe un principe d'efficacité dans le sens auquel, si bien toute lutte est assimilable au fait de manger pour vivre,
se reproduire pour vivre. Donc, si tu ne manges pas d'une fois pour toutes, n'est-ce pas? Mais dans cet éphémère de manger, il y a la vie. Si toute lutte est identifiable à l'éphémère, ben, il faut quand même ne pas manger du foin. C'est-à-dire qu'il faut quand même que l'acte éphémère, la préoccupation de l'acte éphémère n'est pas de ne pas être éphémère, c'est de ne pas être à côté de la plaque, de ne pas être futile. Vous comprenez? Et c'est ce que Fassbinder, je vous conseille vraiment, si vous pouvez regarder ces films-là, s'ils existent encore, l'Allemagne en automne, vraiment de regarder ces films-là, parce que c'est d'une force totale, parce qu'effectivement, ce qui représente là Fassbinder, c'est une sorte de bête, barbare, intelligent, artistique, comme aujourd'hui n'existe plus. Il n'y a plus de droit dans nos sociétés absolument disciplinaires, il serait déjà lobotomisé. Non? Alors, avec une force incroyable, Fassbinder, ce qu'il va montrer là, c'est ça. Il va montrer, il dit, et maintenant, je ne peux plus. Bon, il se masturbe, n'est-ce pas? Et alors, je pense que c'est très important de comprendre ça, parce qu'une chose, c'est de dire, bon, face au désastre écologique, face à ce que nous voyons devant nous, quoi, c'est-à-dire, vraiment, c'est-à-dire, mais est-ce que vraiment les collapsologues ont raison, vers quoi on va, pas seulement les désastres écologiques, l'injustice sociale, bon, tout ce qu'on connaît. Face à ça, eh bien, on peut, en évitant d'aller aux toilettes, on peut toujours dire bonjour à la dame et être gentil avec les voisins, chose qui dépend du voisin qu'on a. Hein. Moi, je vous assure que moi, les voisins du 5e étage, il ne faut pas. Mais bon, ça, c'est entre nous. Mais c'est-à-dire que face à l'horreur, le problème, ce n'est pas si ce que nous faisons soit éphémère ou pas. Que soit éphémère, tant mieux, parce qu'on évite la tangente métaphysique toujours de mauvais augure. Le problème, c'est qu'on doit se casser la tête, on doit s'exposer, on doit vraiment travailler pour qu'il ne soit pas futile. Alors moi, je pense, tu vois, c'est-à-dire deux petits exemples, d'un point de vue militant. Tu vois, pour les gens de ma génération, avec mon expérience en Amérique latine, aujourd'hui, on nous dit, la vérité, c'est qu'en Argentine, en Uruguay, au Chili, en Bolivie, les choses vont beaucoup pire que quand nous, on a lutté. Non, ça va beaucoup pire. Alors, les gens peuvent dire, bon, écoute, tu as lutté, tu as pris les armes, les autres, ils n'ont pas pris les armes, mais font autre chose, etc. Toute cette lutte-là, tout cet effort-là, et les choses vont beaucoup pire que quand vous avez commencé à lutter. Alors, effectivement, d'un point de vue managérial, vous voyez, on serait tous foutus à la porte, les révolutionnaires. Dans tous les cas, c'est qu'on a survécu. Bon, c'est là où nous ne pouvons pas juger une situation depuis une autre situation ou depuis les points de vue de nulle part. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'effectivement, si une partie de notre désir très profond était un changement radical de la justice sociale par rapport aux peuples originaires, par rapport à la condition des femmes, par rapport au genre, etc. Effectivement, par rapport à cette révolution, nous disons, non, il n'y a pas eu lieu et tant mieux, n'est-ce pas? Et tant mieux de certains côtés. En revanche, il y a deux choses que nous pouvons dire. Une, qu'est-ce qu'il fallait faire dans cette situation-là? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fallait faire dans cette situation-là? Alors, dans l'éphémère de notre lutte, ils se sont engendrés, pour ne parler que de l'Amérique latine, que je sais ce qui vous intéresse, vous tous, mais pour parler de l'Amérique, eh bien, ces luttes-là des années 70 ont engendré les luttes de genre, la chose la plus fantastique qui s'est passée depuis 5 siècles dans notre continent, qui est le retour de la dignité indienne. C'est la chose la plus fantastique. On ne pouvait même pas rêver, dans les plus profonds de notre rêve, on ne pouvait pas rêver le retour de la dignité indienne, n'est-ce pas? Donc, les luttes de genre, le retour de la dignité indienne, certaines libertés civiques, vous comprenez? C'est-à-dire que, donc, cet éphémère-là était très fertile. Et alors, un dernier mot par rapport à la question de l'éphémère, non? Effectivement, cet éphémère-là lié
à l'expérience, accompagné par la pensée critique et rationnelle, accompagné, non pas dirigé, c'est un tout petit peu ce que Deleuze, avec une autre formulation, exprime dans les fameux... Vous savez, Deleuze, il a rendu un grand service à ceux qui ne veulent pas faire l'effort de les lire. Il a fait son fameux abécédaire. Alors, dans l'abécédaire, il parle des jurisprudences. Vous savez, alors il dit, toute lutte a un facteur de jurisprudence. N'est-ce pas? Ça veut dire, vous savez, la jurisprudence, comme dans les droits, c'est-à-dire que quelque chose est possible et on peut se baser là-dessus. Et il va dire, effectivement, mais ce n'est pas l'addition des jurisprudences qui aboutissent à une révolution finale. Ils produisent, en revenant à nos termes, ils produisent de l'irréversible. Cet irréversible peut s'évancer, peut être oublié, peut être essayé d'être réprimé et gommé. Mais cet irréversible agit parce que c'est une nouvelle puissance dans les champs biologiques, dans les champs du vivant, dans les champs sociaux, n'est-ce pas? Bien, donc si on va être jusqu'à 3 heures du matin, je peux être si long. Non, moi, je voulais juste Miguel a quasiment tout dit, mais du coup, juste, effectivement, Jérôme, l'éphémère, c'est aussi nous ce dont on fait le propre de l'action restreinte. Hein. C'est-à-dire, effectivement, l'action restreinte revendique l'éphémère face au rationalisme qui est toujours l'arme du pouvoir et face aussi au messianisme politique. Et c'est un peu ce qu'on avait écrit dans une tribune au Monde au moment de Nuit debout, qui n'a pas été forcément bien compris. C'est-à-dire que on disait la solidarité, l'émancipation, la justice sociale n'existent pas comme des états définitifs. Toutes ces dimensions-là existent toujours en acte au sein de chaque situation. Voilà. Donc, c'était effectivement un moment comprendre aussi, c'est-à-dire que l'éphémère ne doit pas non plus conduire à être dans cette position nihiliste qui conduirait à conclure que toute entreprise, toute lutte est vaine. Hein, est vaine. Et donc, effectivement, voilà, d'accepter qu'il n'y a pas de marche vers l'émancipation, il n'y a pas de marche vers la liberté qui ne soit pas sans retour. Voilà. Ça, un retour, il ne faut pas les comprendre non plus dans un sens esthétisant de tout est vain. Justement, ce n'est pas vanité des vanités. Vous savez, il existe une version de l'Ecclésiastes qui est là où il s'écrit vanité des vanités, c'est écrit fragilité des fragilités. Non? Et je pense que si, fragilité des fragilités, non pas vanité des vanités, c'est-à-dire c'est la lutte dans la mesure qu'elle évite d'être futile, de tomber dans la futilité. Hein, c'est ça la scène très forte de Fassbinder. Dans la mesure que nous serions capables de ne pas tomber dans la futilité, il ne s'agit pas de vanité, il s'agit de la fragilité propre au vivant. C'est à nous très large, n'est-ce pas, qui correspond aujourd'hui d'apprendre des modes d'agir, de lutter, de bouger, qui soient en accord avec cette fragilité et ce côté éphémère de la chose. Vous comprenez? Chose que ça veut dire en traduction, c'est à nous d'apprendre à agir non pas en dirigeant et en disciplinant les vivants à des théories, mais en faisant que les théories et la compréhension la plus profonde, la plus complexe, soient mises au service de ces « je préfère ne pas ». N'est-ce pas? Les « je préfère ne pas » ne peut pas être… Les « je préfère ne pas », ce n'est pas une vérité. À niveau des champs biologiques, à niveau du sens commun, il n'y a pas de vérité. Il n'y a ni vérité ni mensonge. Il y a de l'expérience. C'est pour ça que les « je préfère ne pas », c'est quand nous disons « je ne cherche pas, je trouve et je cherche ensuite ». Je trouve quoi? Je trouve cet appel. Je trouve ce dysfonctionnement. Je trouve ce qui… Mais après, effectivement, ce point-là de « je préfère ne pas », c'est juste un appel au travail théorique et pratique, à l'expérimentation. Vous comprenez? On ne peut pas faire de l'expérience la loi, parce que justement, c'est ce qu'on essaye d'expliquer, c'est qu'à niveau de l'expérience, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de séparation des eaux. Hein?
moi, je racontais souvent dans la prison, pendant quelques temps, ils nous ont dit, vous aurez accès à la bibliothèque. Et donc, on s'est trouvé que dans la bibliothèque, il y avait une énorme littérature nazie, non traduite en espagnol, mais nazie. Et moi, je m'ai lu le roman nazi, quand même. J'ai failli être convaincu, non et donc, c'était très intéressant, parce que ces romans-là racontaient l'expérience d'un Allemand de base aux années 20, aux années 30. Eh ben, c'est ce qu'il sentait, c'est ce que les Boches sentaient. Alors, à ce niveau-là, ce qu'ils sentaient les Boches nazis, ou ce qu'ils sentaient Rosa Luxembourg, par rapport à ce qu'ils ressentent, les deux, ils ressentent. Donc, à niveau de l'expérience, il n'y a pas de vérité qui puisse diviser les autres. Il faut quand même une expérimentation qui accompagne, non pas qui prend les relais de l'expérience, qui accompagne cette expérience pour diviser les autres. Hein? C'est là où nous on disait un raciste n'est pas quelqu'un qui se trompe. Un raciste est quelqu'un que son expérience a fait de lui un raciste. Vous comprenez? Ce qui va diviser les autres, c'est par rapport à la situation, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui détermine les racistes dans la situation? Qu'est-ce qui détermine comme destruction des rapports, comme impuissance, comme etc., etc. Et qu'est-ce que signifie la solidarité? Mais c'est à ce niveau-là, vous comprenez? Nous ne pouvons pas dire à quelqu'un, tu te trompes dans ce que tu es en train de vivre comme expérience. Ok. Juste, je voulais dire un truc par rapport où je ne préfère ne pas. Enfin, je ne sais plus comment dire maintenant. Je préfère ne pas. Je préfère ne pas, merci. N'importe qui a des problèmes avec les Français, vous me demandez, je vous dis. C'est gentil. En fait, j'ai une collègue de travail. Il se trouve que, enfin, une histoire un peu compliquée. Ça, son copain a une sœur. Cette sœur a eu un enfant et puis elle s'en occupe pas. Alors, donc, c'est un peu la galère. Elle ne veut pas s'en occuper. Là, on est courrier du cœur, vraiment. Ouais, c'est ça. Donc, elle s'en occupe pas, machin, tout ça. Et du coup, en fait, petit à petit, le beau-père est venu et la collègue de travail a connu cet enfant, enfin, a connu ce bébé, l'a vu grandir, voilà. Et là, cet enfant va être placé soit à la DAS, soit je sais pas où. Et ma collègue de travail, alors, je peux pas dire a pris la décision, mais en tout cas, a pris le chemin d'adopter cet enfant, qui est donc et automatiquement, tout le monde est venu lui dire bah non, parce que c'est faut pas faire ça. Parce que cet enfant-là, d'ici peut-être 6 mois, d'ici 3 ans, peut-être qu'elle va vouloir le reprendre. Et puis cet enfant, ça va être difficile pour vous. Vous êtes deux, vous avez déjà 2 enfants, vous n'avez pas la place, donc il ne faut surtout pas le faire. Enfin, plein de gens sont venus comme ça derrière expliquer comme quoi il fallait surtout pas le faire, que c'était dangereux. Enfin. Et j'ai trouvé que finalement, c'était un bon exemple de cette collègue que bah, elle savait pas vraiment du coup si c'était, enfin, ça allait être difficile, mais elle voulait pas le laisser comme ça. Elle voulait pas laisser cet enfant dans des institutions et elle voulait s'en occuper et c'était pas quelque chose de réfléchi au niveau conscient quoi. Mais que finalement cet acte qu'elle avait fait était dans le, je préfère ne pas. Écoute, Jérôme, juste pour, non, pour aussi, non, parce qu'il y a beaucoup de... Par rapport à ça, je ne sais pas si c'est par rapport à ce que tu dis, effectivement, c'est un exemple dans lequel, à niveau de l'expérience, il n'y a pas de loi. Mais nous sommes presque tout le temps dans l'expérience, n'est-ce pas? C'est-à-dire, aujourd'hui, j'écoutais sur France Inter, par exemple, des gens très sympathiques, mais qui expliquaient que, étant donné les menaces écologiques, je ne sais pas quoi, c'était mieux de ne pas faire des enfants. Mais justement, faire des enfants, c'est quelque chose qui relève à 100% de l'expérience. C'est-à-dire que faire des enfants, ça relève grosso modo comme que ramasser goutte à goutte l'urine dans la vessie. Tu comprends? C'est-à-dire que ça relève d'un phénomène du vivant dans lequel il y a quelque chose que tu sens ou tu ne sens pas. Tu vois? Donc, il y a là, à ce niveau-là, quelque chose que... on peut toujours dire, mais ce sont les bonnes conditions, ce ne sont pas les bonnes conditions, et on peut tenir compte de ça. Mais, tu vois, c'est-à-dire, il y a quelque chose à niveau de l'expérience par rapport à laquelle ni on se trompe, ni on ne se trompe pas.
c'est caminando fui lo que fui. La chanson de je me souviens pas qui, le cubain. Tu vois, en marchant, je fus ce que je fus. N'est-ce pas? Et c'est là où les points cartésiens dans lesquels je me situe avant la bifurcation et je décide, c'est une aberration. C'est-à-dire, on n'est jamais avant la bifurcation. C'est ça la force du vivant et du sens commun, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est un délire de la pensée rationnelle dès que nous sommes avant la bifurcation. Nous sommes toujours après la bifurcation. C'est Silvio Rodriguez, excusez-moi, c'est lui qui chante Caminando fui lo que fui, c'est celle qui... Sinon, il y a une émission sur une radio populiste qui s'appelle Sud Radio, et le soir, il y a Brigitte Lahaye qui fait le courrier du cœur. Je pensais, on pourrait l'inviter la prochaine fois. Du coup, Théo, je ne sais pas, il y avait la question de Valentina, je vois qu'elle est à l'écran, qui est sortie du bus. Alors, Valentina, Oui. vas-y, pose ta question, Valentina. Non, moi, je préfère ne pas. Non, si Théo a envie, je préfère qu'il le fasse. Je suis fatiguée, oui, c'est mieux. Un couplage entre Théo et Valentina. Théo est la voix de Valentina. Oui. Ok. Alors, la question de Vale, c'est... Je vais. Vas-y. La question de Vale, c'était par rapport à un passage du séminaire dernier où tu as par exemple pris l'exemple d'un traître, par exemple, qui dit « mais j'aurais pu être autre chose, non, j'aurais pu ne pas être un traître » ou un collabo qui dit « j'aurais pu être » et tu dis « c'est plus compliqué que ça ». En effet, il n'y a pas un sujet en dehors de la situation qui peut choisir autrement, etc. Du coup, sa question, c'est si cette idée-là n'amène pas tout droit à une déresponsabilisation des sujets face à la situation et à leur choix, parce que si le sujet ne peut faire que ce qu'il fait, alors cela ne tombe pas dans une position nihiliste ou de déresponsabilisation. Et par exemple, elle avait pris un exemple d'une scène d'un film, la liste de Schindler, où le nazi, où Schindler explique à un nazi que la vraie question, c'est de choisir de ne pas tuer et pas de tuer. Le nazi l'écoute, etc. Après, il épargne un enfant dans le camp de concentration. Et dès que l'enfant il se tourne, il commence à marcher, il le tue quand même. Et du coup, la question de Valentina, je crois qu'elle a à voir avec le rôle du sujet dans la situation. Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut ne pas faire, la responsabilité du sujet, etc. C'est ça, Valentina, il ne t'a pas trahi. Non, il a raison. Et je veux juste ajouter quelque chose à propos d'un patient musulman qui me disait, moi, je peux rien, c'est Dieu. C'est Dieu qui décide. Et là, on a travaillé beaucoup sur ça, mais je ne savais pas quoi dire, en fait. C'était Inch'Allah. Tu lui as dit Inch'Allah? Non, c'était lui. Hein? Et moi, je lui dis, dans ce cas-là, non. Au fait, oui, ça pour répondre par rapport à ce qu'on est en train de voir, expérience, expérimentation et acte, hein, pour dire c'est notre petite comme ça, constellation, hein, expérience, expérimentation, acte. Bon. Et là, nous sommes dans des sujets que l'année dernière, dans les séminaires, on a beaucoup développé, non? En revenant à Leibniz, non? Quand Leibniz il va démontrer, on va dire que parfois on peut faire obtenir ce qu'on désire, mais on ne peut jamais désirer ce qu'on désire. Hein, certains se rappellent de ces passages-là de Leibniz. Et est en train de dire que je désire avoir une bagnole, non, ça arrive d'avoir des désirs stupides. Je désire avoir une bagnole, il dit, parfois je peux avoir ce que je désire, parfois je peux ne pas avoir ce que je désire. Mais ce qui va dire Leibniz, je ne peux pas désirer ce que je désire. Vous comprenez? Ce n'est pas moi qui décide sur ce que je désire. Je suis traversé par les désirs. Alors, effectivement, là, vous savez bien tout le débat de Leibniz dans la théodicée, dans tout le débat par rapport à libre arbitre, pas libre arbitre, et comme il conteste le fatalisme qu'il va nommer aussi la position musulmane. Et
il connaissait pas le Coran, on peut dire, mais bon, enfin, dans tous les cas, toutes ces préoccupations-là, si nous reprenons les fils un peu comme ça erratiques de notre soirée, on disait tout à l'heure que ce qui se passe à niveau des sens communs, à niveau des champs biologiques, à niveau du vivant, pour dire comme ça, ne se situe jamais avant la bifurcation. Nous ne sommes jamais ici, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est les fameux andébouridants, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les andébouridants dans lesquels l'humain fasse une bifurcation, il se situe avant la bifurcation, il fera son choix en toute liberté, en dehors de toute détermination matérielle. On disait ça, c'est effectivement une illusion. La vie, et en particulier, par exemple, entre autres, la pratique clinique nous enseigne que personne ne se situe jamais avant la bifurcation, que nous sommes toujours après la bifurcation, nous sommes toujours après la bifurcation pour un peu faire un peu collage, comme ça, articuler des trucs de façon rhizomatique, comme dirait l'autre, peut dire on est toujours après l'individuation, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on n'est jamais dans les moments, personne n'est dans les pré-individuations, personne n'est dans les pré-situations. On est toujours en situation. Alors, effectivement, si nous sommes toujours déjà en situation, ça veut dire que nous sommes déjà individuels, nous sommes déjà dans une bifurcation. On peut dire que le constat désagréable de dire je suis un traître, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est pas très agréable. On dit, il y a quand même dans les travaux de cet écrivain que je vous cite et que j'aime beaucoup, argentin, Roberto Arlt, il y a toute une pensée par rapport au traître très, très intéressante, n'est-ce pas? Par rapport à se trouver traître, non? Et s'assumer comme bon. Se trouver traître est quelque chose que nous, sauf à être dans une morale métaphysique, donc au-delà du vivant, nous pouvons parier que se trouver traître est quelque chose que quelqu'un découvre dans un après-coup, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je suis dans la position d'un traître. Alors, le problème, c'est que l'individuation en question ne vient pas de nulle part. Vous comprenez? Les niveaux pré-individuels, pré-situationnels, à partir desquels émerge une situation dans laquelle chacun aura un rôle, pour dire comme ça. Les pré-individuels ou les pré-situationnels ne peuvent pas être vus ou pensés comme une sorte de magma uniforme, dans lequel, à partir d'un magma uniforme tout égal, émergent des formes différentes. Il y a une histoire de l'en-soi, comme dirait Sartre. Il y a une histoire de l'en-soi, une cumulation. Je veux dire, celui qui se trouve traître n'est pas traître un jour, comme ça, à partir de rien, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ce sont des agencements, des expériences, des rencontres, des désencontres, des frustrations, des douleurs, des joies, n'est-ce pas? De pouvoir faire un effort, bref. C'est-à-dire que à la fois, quand on nomine, c'est pour ça que j'ai dit aussi, ce qu'on nomine, il faut toujours faire attention à ce qu'on va nominer, parce que la nomination est toujours très restrictive par rapport à ce qui se passe. Effectivement, quelqu'un, tout à coup, se trouve traître. Il se découvre traître. Ce que j'ai fait, c'est une trahison. Ce que j'ai fait, c'est une trahison. Il aurait pu ne pas être traître. Le problème, c'est qu'il aurait pu immédiatement ne peut pas éviter la métaphysique. Il aurait pu, dans un autre monde, mais il y a un seul monde possible, comme dirait Leibniz. Non? Je ne sais pas si c'est le meilleur des mondes possibles, mais c'est le seul monde possible dans tous les cas. Eh bien, la question c'est que être traître n'est pas une étiquette comme être un héros, comme être amoureux, comme être peu importe. N'est pas une étiquette, elle non plus, métaphysique. Vous comprenez? C'est pas qu'il est traître et donc, ciao, c'est fini l'histoire. Une fois que nous pouvons reconnaître, apercevoir quelle bifurcation on a pris, c'est à partir de là que s'ouvrent les possibles, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la nomination, loin d'être l'épitaphe, est l'acte de naissance, pour dire comme ça. C'est-à-dire que ce sont des actes de naissance successifs. On se trouve naître à. Hein? Naître à telle chose. Et c'est à partir de là que s'ouvrent les possibles. C'est ça que dans la psychiatrie, la psychanalyse phénoménologique,
nous nommons dans la thérapie situationnelle, comme on l'appelle, nous nommons connaître la géographie antérieure. C'est-à-dire que le travail du patient avec les thérapeutes, c'est connaître cette géographie antérieure, n'est-ce pas? Qui je suis, non pas qui j'aurais pu être, qui est la plante de névrosé. Hein? La plante de névrosé, c'est mais j'aurais pu être autre, n'est-ce pas? Tant que j'évoque la bifurcation, je suis dans un point métaphysique dans lequel, effectivement, d'un point de vue psychopathologique, il y a une certaine jouissance, n'est-ce pas? Et jouissance métaphysique, ça s'articule bien. Alors, effectivement, la plante du névrosé, c'est la plante du repenti, la plante, c'est de dire j'aurais pu être autre. L'énoncé de la liberté est mais avec ce que je suis, qu'est-ce que je peux devenir? Vous comprenez? Avec ce que je suis, qu'est-ce que je peux devenir? C'est-à-dire que nous prenons le petit déjeuner toujours et on se réveille en étant ce qu'on est. On se réveille en étant ce qu'on est. Alors, la question c'est, il y a deux tendances. Une, cette tendance métaphysique de la plante névrotique. J'aurais pu ne pas être le fils de ma maman, j'aurais pu, même d'un point de vue psychopathologique, c'est très très rigolo la vérité, parce que vous avez un patient qui vous dit j'aurais pu ne pas être l'enfant de cette mère et ses pères. Ah ouais, d'accord, bon, déjà c'est un peu étonnant. J'aurais pu ne pas être homme ou femme. Ah ouais, bon, ouais. J'aurais pu naître dans une autre époque. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et vous voyez petit à petit, vous voyez, c'est-à-dire moi quand j'entends la plante névrotique comme ça, j'ai parfois des hallucinations, je vois quand même que par exemple la personne aurait pu être née d'autres parents. Alors je l'imagine avec d'autres couleurs de cheveux, avec un autre corps, n'est-ce pas? J'aurais pu naître dans un autre pays. Je dis merde, pour peu que je comprenne l'idiome de cet autre pays. Merde, je vois une sorte d'événement transsexuel. Et j'aurais pu, alors à force de j'aurais pu, il n'y a plus de patients là. Chose que d'un point de vue psychanalytique, c'est très emmerdant parce que qui te paye après la séance, n'est-ce pas? Et alors donc, c'est j'aurais pu et une sorte de tendance métaphysique fantastique. Vous voyez, j'aurais pu. Et alors, l'identification avec la liberté, fausse liberté, la liberté de libre arbitre, est celle qui nous situe tout le temps, d'un point de vue moraliste et non pas éthique, nous situe tout le temps dans les points imaginaires et impossibles avant la bifurcation. Nous sommes toujours après la bifurcation. La question c'est, maintenant que j'ai fait ce que j'ai fait, maintenant que je suis ce que je suis, et qui n'est pas né du néant. C'est pour ça que j'ai dit que les pré-individuels n'est pas une masse homogène. Les pré-individuels sont des vecteurs de surdétermination qui, à un moment donné, boum, donnent une résultante. Donc, je ne viens pas de nulle part. N'est-ce pas? Maintenant que je suis ce que je suis, qu'est-ce que je peux devenir? Alors, c'est vrai que, grosso modo, 110% des résistants en France venaient soit du christianisme social, soit des partis communistes, soit des, vous voyez, nationalistes, n'est-ce pas? Donc, grosso modo, 110, 115 venaient de là. Et les restes se sont réveillés résistants. Vous voyez, les restes. Alors, bon. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas face à une situation, je suis dans la bifurcation. Je vous ai raconté une fois qu'avec Florence Aubenas, après d'avoir sorti notre bouquin Résister secret, nous avons invité à l'école nationale d'administration, l'ENA, là où il se forment les futurs préfets. Et alors, tous ces futurs préfets, c'était impressionnant parce que lesquels va me mettre en tôle, non? Alors, il y avait tous les petits futurs préfets devant moi, et la seule question qu'ils avaient, c'était, vous savez, Papon et Jean Moulin étaient tous les deux préfets. Et ils voulaient savoir, ces chéris, comment on faisait pour être plutôt Jean Moulin. C'est ce que j'ai compris. Peut-être il y avait une comment je peux être Papon, mais enfin. Ils voulaient savoir comment savoir qu'est-ce qu'il allait devenir. Et la réponse, c'est navrant quand même, non? Parce que depuis le temps, ils sont déjà devenus préfets. Et la réponse, c'est de dire, tant que tu te poses la question, ça penche plutôt côté Papon. Parce que ce n'est pas une question. C'est qu'est-ce que tu es en train de faire, vous comprenez? Ce n'est pas une question. Alors effectivement, la collaboration est la tangente la plus facile comme dérivée de la métaphysique. Parce que la seule chose qui est une certitude, c'est le pire.
Hein? C'est-à-dire, le pire est une certitude. Je vous recommande encore de lire Roberto Hart par rapport à ça, la question du traître, la trahison comme un absolu. Pourquoi la trahison comme un absolu? Et la névrose comme un absolu, les symptômes comme un absolu, l'handicap comme un absolu. Pourquoi c'est un absolu? Eh bien, parce que moi, je peux être sûr, je dis, j'ai l'étiquette de traître et je suis un traître. En revanche, je ne vais jamais avoir l'étiquette du résistant, du héros. Vous voyez? Il y a un travail, un documentaire d'Armand et Rothman, très intéressant, deux documentaristes d'il y a longtemps, de quelques années, un documentaire très intéressant dans lequel il interviewe des résistants français que aussitôt la France avait été libérée, ils sont partis torturer en Indochine et après torturer en Algérie, n'est-ce pas? Et alors, c'est très intéressant, il existe, vous le trouvez sur Internet, le documentaire d'Armand Rothman, et dans lequel, voilà, c'est-à-dire, le mieux, ce n'est jamais sûr. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est pour ça que la traîtrise, il y a quelque chose dans le mal, le pire, qui donne un sentiment d'absolu. Et c'est ça l'attachement aux symptômes d'un point de vue psychopathologique. Hein? Parce que le mieux est toujours très pris immédiatement dans la complexité, dans la multiplicité, toujours dans le danger. En tant que le pire est cette stabilité qui s'approche de l'équilibre. Je ne sais pas, Valentina, si... Il y a un exemple, bon, enfin voilà, on l'a cité 1000 fois, mais simplement pour vous le remettre en mémoire. Disons, Miguel va me mettre des coups de coude en me disant que c'est bon, on arrête, mais c'est évidemment, là, on en a parlé souvent, c'est la chute de Camus. Ah oui, là je vais te foutre un coup de coude. Voilà. Non, mais bon, non seulement c'est un morceau de littérature et il faut le lire, mais en plus, effectivement, c'est une très magnifique illustration de ce que nous, on va appeler l'éthique situationnelle. Et simplement, Valentina, par rapport à ce que tu dis de qu'est-ce qu'il peut ou pas faire, de qu'est-ce qu'on peut ou pas faire, je ne vais pas revenir sur l'histoire du pont, parce que voilà, on l'a dit 1000 fois, mais lorsque cet avocat parisien, effectivement, ne va pas répondre à l'appel du bruit du corps, hein, donc de cette femme qui, on comprend, ce suicide du haut de ce pont, effectivement, en refusant cette bifurcation, qui est aussi une certaine manière de choisir, eh bien, ça va déterminer la structure globale de son devenir. Et la chute, c'est cette histoire-là. C'est-à-dire qu'en refusant cette bifurcation, il y a une détermination de la structure globale. Et c'est ce que Camus va appeler la chute. C'est-à-dire que, croyant décider du haut de son libre arbitre, l'avocat va en réalité aller tout droit dans une impasse. Voilà. Et il n'y aura pas de retour en arrière. Oui, c'est dans la psychothérapie, dans le travail clinique, on le voit clairement. C'est-à-dire comment... la résistance, que la tendance orthodoxe de la psychanalyse appelle la résistance du patient, se manifeste tout de suite, aussitôt vous tombez dans les travers de montrer tout ce qui est possible. Non? C'est drôle parce qu'effectivement, le patient va faire tout à fait un effort pour vous démolir chaque possible. Hein? C'est-à-dire, c'est comme la blague stupide qui dit, le mec qui le dit à l'autre, imagine-toi que tu es en Afrique devant un tigre. Je dis, je le tue avec mon fusil. Alors elle dit, non, tu n'as pas de fusil. Alors, je monte sur l'arbre pour qu'il ne m'atteigne pas, mais tu n'as pas d'arbre. Bon, mais je cours très vite et il ne m'attaque pas. Non, mais il court plus vite que toi. Et au bout d'un moment, le mec lui dit, mais toi, tu es mon ami ou l'ami du tigre? N'est-ce pas? Eh bien, le névrosé est l'ami du tigre. N'est-ce pas? Le névrosé, vous le dites, mais regarde toutes les possibles. Ça ne marche pas. C'est-à-dire, il va s'efforcer à démontrer que tous les possibles que vous voyez ne sont pas possibles. C'est cet attachement à cet absolu, n'est-ce pas? C'est cet attachement à un absolu que Lacan, à mon avis, à juste titre, Dieu sait que ce n'est pas un sang de ma dévotion, Lacan va assimiler ça à la jouissance. Il y a une jouissance, n'est-ce pas, qui n'a rien à voir avec le plaisir. Hein? Le plaisir est toujours du côté plutôt du devenir, mis en cause. Non? Et dans cette jouissance, dans cet absolu, il y a quand même quelque chose qui est cette adhésion à une métaphysique.
C'est-à-dire, c'est là le névrosé qui va adhérer à une étiquette, les névrosés ou les traîtres qui adhèrent à l'étiquette, est quelqu'un qui va créer sa propre cohérence superlative, n'est-ce pas? Il va créer sa propre théorie, sa propre cohérence, sa propre cohérence, sa propre métaphysique, n'est-ce pas? C'est un absolu, c'est un absolu. Et c'est quand même le travail de la psychothérapie. C'est là où les théories cognitivistes, les thérapies courtes, les différentes théories qui parlent des disjonctions cognitives, ne disent pas disjonctions comme ils disent, biais cognitifs, n'est-ce pas? Qui parlent de la base de que si l'autre est en train de faire quelque chose que apparemment ça ne lui fait pas du bien, c'est parce qu'il y a un biais cognitif. Et c'est là où, théoriquement, nous pouvons dire que non, que nous ne sommes pas d'accord, parce qu'effectivement, dans ce qu'on nomme un biais cognitif, ce n'est pas comme si quelqu'un te dit tu veux ouvrir la bouteille par là, ah non, attends, tourne là, n'est-ce pas? C'est un biais cognitif. Pour la bouteille, ça marche, n'est-ce pas? Si la personne est en train d'avoir un certain type de comportement et que ces comportements, on les retrouve dans différentes situations et à travers les temps, le plus probable, c'est pas qu'il ne sait pas de quel côté on ouvre la bouteille. Le plus probable, c'est qu'il y ait un noyau de jouissance qui est en lien avec l'absolu que la personne n'avait pas négocié. Hein? Alors, c'est là où se ouvre la question de la liberté par rapport à Leibniz, par rapport à la question sur les traîtres, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est toute la discussion, mais très intéressante, parce que c'est une discussion que Leibniz donne avec une honnêteté totale, n'est-ce pas? Il discute chaque argument comme ça, face au fatalisme, parce que Leibniz, philosophe de la détermination, n'est-ce pas, ne veut pas tomber dans le fatalisme, n'est-ce pas? Il ne veut pas abandonner la détermination vers un idéalisme de libre arbitre, mais il ne veut pas tomber dans le fatalisme. Et c'est là où, effectivement, quand il dit on ne peut pas imaginer un Adam non pécheur, n'est-ce pas? Il dit alors, mais pourquoi Adam aurait pu ne pas pécher? Et alors il dit il aurait pu, en théorie, mais non pas dans l'existence. Dans l'existence, il y a d'Adam qu'Adam pécheur. Et ça éclate la tête à tout le monde parce que donc c'est le fatalisme. Ce n'est pas le fatalisme. Il y a des Adam qui est pécheur. C'est ce qu'il résume dans la formule l'énoncé fait partie du sujet. N'est-ce pas? Les prédicats. Pardon, les prédicats, excusez-moi. Les prédicats fait partie du sujet. Les prédicats fait partie du sujet. Et alors, les prédicats qui fait partie du sujet n'est pas le fatalisme. Alors on dit, mais comment? Si le prédicat pécheur fait partie du sujet Adam, où est la liberté? Pourquoi c'est fatalisme? Eh bien, parce que c'est seulement une fois que Adam se connaît en tant qu'Adam pécheur que les possibles s'ouvrent. Et dans la situation d'avant, la situation d'avant, Adam n'aurait pas figuré dans la Bible. Parce que c'est dans la situation d'avant, ce n'est pas Adam, vous comprenez? C'est un autre. Dans la situation d'avant. Et c'est là aussi où on pourra revenir où les prêts individuels, parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport à les prêts individuels, l'individuation, c'est là aussi où il faut comprendre que l'individuation, c'est qu'on devient dans une situation donnée, n'est pas issu de nulle part. Et alors, le déploiement des possibles, savoir avec les rencontres, hein, c'est ça la psychothérapie phénoménologique, c'est ça, c'est la possibilité des rencontres que dans cette aperception commune, vous voyez, c'est l'objectif du thérapeute phénoménologue, est arriver à partager une aperception avec son patient qui permet de produire d'autres objets de savoir et de connaissances. Que ce n'est pas éliminer les biais cognitifs, c'est de produire une dimension aperceptive commune capable de donner d'autres possibles que pour les patients n'était pas disponible, même s'il pouvait penser à ça. Alors, moi, ce que je pense, je vais vous dire, en réalité, nous avons lu toutes les questions qui sont venues pour le courrier du cœur et une partie de ce qu'on a développé est déjà dans les questions qu'on n'a pas lues. Mais l'idée, c'est de continuer à nous envoyer des questions. La prochaine fois, on va lire les questions, les suivantes, on va continuer comme ça.
Mais c'est pour dire que même si c'est un peu long par rapport à certaines questions, c'est parce qu'avec Bastien et avec Théo, on a travaillé les questions avant, non? Chose qui a permis ces développements dans ce sens-là. Et on va revenir sur les questions, mais ce que je propose, c'est de continuer cette façon, cette stabilité loin de l'équilibre des séminaires, n'est-ce pas, avec un flou dans lequel il y a un axe. C'est pour ça que de temps en temps, on va se permettre avec Bastien de faire comme je fais moi cette fois-ci, de présenter 2 ou 3 points pour pouvoir y faire référence, n'est-ce pas? Et après, on continue par rapport à vos collaborations. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de nous envoyer vos... Du coup, Rémi, quand même, désolé, voilà, la prochaine fois. Bon, il y avait Sylvie aussi, Philippe qui avait envoyé des questions. Bon, je cite les noms pour voilà, simplement bien vous rassurer sur le fait qu'on ne vous avait pas oublié. Enfin, Sylvie. Voilà. Il y a Sylvie, oui, il y avait Sylvie, Philippe, voilà. Fanny. Et Fanny. Mais Fanny, bon, elle n'était pas là ce soir, donc elle ne s'en voudra pas. Bon, voilà, l'idée, c'est un peu ça, vous comprenez? C'est-à-dire, à partir de vos questions, nous préparons les séminaires et à la fois, dans la mesure des possibles, au fur et à mesure du séminaire, vous reformulez vos questions, comme aujourd'hui avec Jérôme, n'est-ce pas? Ou Valentine. Voilà. Si vous avez même des propositions ou des critiques ou des éloges à faire par rapport même à la méthode courrier du cœur, faites-le aussi parce que ça nous intéresse, la possibilité de le faire de la façon vraiment la plus coproduite possible, ces séminaires. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut dire quelque chose. Alors, avant de se dire ciao ciao jusqu'au 10, donc le 10 mars la prochaine fois, et le 5, la présentation du livre Le retour de l'exil, je voulais demander, est-ce que Christian, c'est possible de faire parvenir à toute la liste des collectifs les schémas du Mamotreto, par exemple? Oui, tout est possible. Tu vois, par exemple, avec la prochaine invitation ou quand tu fais parvenir les links avec les séminaires, on peut mettre les... Bah, tu me l'envoies, Bastien. Enfin, je crois que tu me l'avais envoyé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, mais je ne me souviens plus. Je peux te le renvoyer, bien sûr. Oui, éventuellement, là, il était bien, il était propre, ce que vous avez présenté, donc pas de problème. Bon, mais très bien. Je ne sais pas si quelqu'un veut quelque chose en particulier, passer une annonce, vente d'immobilier, quelque chose. Bon, mais écoutez, alors, merci beaucoup. Et donc, au 5, si vous voulez bien, pour la présentation du bouquin, et au 10 pour la prochaine étape du séminaire flou et en coproduction. Ciao, ciao. Ciao, Bonne ciao. soirée.